Ce soir à l'émission, la consigne sur les contenants de plastique s'élargit. Les installations et la technologie permettent de récupérer un plus grand nombre de contenants. Et la prudence est de mise en présence des déneigeuses. C'est les véhicules qui ont le plus d'angles morts. En entrevue, la ministre Sonia Bélanger nous parle des dossiers prioritaires pour la région des Laurentides. La grande priorité, bien sûr, c'est tout le défi économique en lien avec, naturellement, ce qui se passe du côté des États-Unis. Je m'entretiens également avec François Rioux et Geneviève Fournier, tout juste un an avant le coup d'envoi de la 60e finale des Jeux du Québec. On sent quand même la frénésie, l'engouement du un an avant les Jeux. Enfin, Laurence Bourgeois nous invite dans l'univers de Patate Poil, un conte théâtral de Marc Sauvageau. C'est une présentation où il va y avoir là, marionnettes, musique et plusieurs personnages aussi là, qui vont être projetés en direct sur écran, donc ça va être bien chouette. Bienvenue à Accès Local. Jeudi 27 février 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors à partir de samedi 1er mars, la consigne sur les contenants de plastique sera élargie. Oui, Claude, donc à partir de samedi, presque tous les contenants en plastique seront consignés à 10 sous. Ça inclut maintenant les bouteilles d'eau pétillante, de jus, de boissons sportives, des bouteilles de spiritueux et de lait aussi, tant qu'elles sont en plastique, de 100 ml à 2 litres. Jusqu'à présent, la consigne sur le plastique concernait surtout les bouteilles de boissons gazeuses. C'est l'Association québécoise de recyclage des contenants de boissons qui agit sous le nom de Consignation qui met ça en place. Ça fait partie du grand plan du gouvernement de faire augmenter le taux de récupération de 73 à 90 % d'ici 2032. Sur les tablettes, ça veut dire qu'on passe de 2,8 à 4 milliards de contenants consignés. Annie Jolicoeur, qui est porte-parole de l'association, nous parle de l'impact écologique du système de consigne. Ça réduit l'impact là, sur nos ressources naturelles, ça favorise le recyclage, la récupération, ça réduit notre empreinte environnementale, donc c'est évidemment un bon geste. Puis la consigne, c'est un tri à la source, donc dans toutes les sphères, quand on parle de recyclage, là, quand il y a un tri à la source, il y a une meilleure valorisation de la matière. Et pourtant, Clara, c'est un peu moins que ce que le gouvernement avait prévu au départ. Oui, Claude, à la base, c'était les contenants en plastique et les emballages multicouches comme les boîtes de lait en carton qui devaient aussi être consignés à partir du 1er mars 2025, mais les retards se sont accumulés dans la mise en place de ce nouveau processus et Consignation n'était pas prêt à prendre en charge la gestion de ces nouveaux contenants, ce que plusieurs ont critiqué. En effet, il n'existe qu'une seule usine de verre au Québec, c'est l'usine Owen Illinois à Montréal qui emploie 400 travailleurs et qui peine pour le moment à trouver assez de bouteilles en verre à recycler. Selon les données de Recyc Québec de 2021, seulement 23 % du verre déposé dans les centres de tri volontaire est recyclé. Le reste termine son parcours dans les sites d'enfouissement. Donc, il reste beaucoup de travail à faire, surtout quand on se compare ailleurs dans le monde, à l'Union européenne, par exemple, ou la Hongrie, qui est le pays le moins performant de ce côté-là, qui recycle le tiers quand même de son verre. Au Québec, c'est la 3e fois que la mise en place d'une consigne pour les bouteilles de verre est repoussée. D'accord. Mais la consigne des contenants a quand même évolué au cours des dernières années. Oui, la consigne au Québec existe depuis 1984. Dans les derniers développements, en 2023, elle a été élargie à tous les contenants de boissons en aluminium et augmentée à 10 sous. En 2023, des nouveaux points de collecte ont commencé à voir le jour dans la province. Il y en a un qui a ouvert ses portes la semaine dernière à Mirabel, sur le chemin Saint-Simon. Ce lieu de retour offre 2 services. Donc, en premier, le retour à l'unité avec des machines, comme on a l'habitude d'en voir en épicerie, ou alors le retour express qui permet à une personne de déposer un sac de contenants sans les passer un après l'autre. Le contenu du sac est compilé dans les jours suivants et la personne peut recevoir son remboursement par le biais de l'application mobile Consignation. Il existe aussi des points de service Consignation Plus où un service de plus est disponible, le retour en vrac. On peut écouter à ce sujet Mme Jolicoeur. Les gens apportent leurs contenants dans ça peut être un sac, une boîte, qu'importe, un récipient pour apporter les contenants. On les verse dans une trémie de récupération qui est en fait une sorte de chute. Et là, il y a une machine de haute technologie à l'arrière qui compte environ 250 contenants à la minute. Il est ensuite possible de récupérer son argent par le biais d'un remboursement comptant ou en ligne. Le point de service de Mirabel, c'est le seul dans les Basses-Laurentides. Exactement. Pour le moment, il y a 47 lieux de retour Consignation ou Consignation Plus au Québec, mais l'objectif, c'est d'en ouvrir 350 supplémentaires. Du retard s'est aussi accumulé dans l'ouverture de ces points de service. Madame Jolicoeur nous parle de ce nouveau réseau. Les lieux de retour, c'est une nouvelle habitude à prendre. Donc,
La modernisation de la consigne, ça impliquait d'optimiser le réseau de lieux de retour. Donc, il y a plusieurs lieux de retour à travers le Québec, mais les lieux de retour dans les épiceries ont pas nécessairement la possibilité de récupérer autant de contenants. Donc, c'est important de prendre une nouvelle habitude et de récupérer ces contenants et de se rendre dans un lieu de retour où les installations et la technologie permettent de récupérer un plus grand nombre de contenants plus rapidement, plus efficacement. Et qu'est-ce qui se passe, Clara, avec nos canettes une fois qu'on les a déposées dans un point de retour? Elles sont envoyées chez un conditionneur, puis chez un recycleur. Une canette qui est déposée dans un lieu de retour est prête à être remise sur les tablettes 60 jours plus tard. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de certains comportements à éviter en présence d'une déneigeuse. À plus tard, Claude. Marie-Noëlle Closson-Duquette a obtenu la confiance des membres du Bloc québécois dans le cadre de l'Assemblée d'investiture tenue hier dans la circonscription de Thérèse de Blainville. Celle qui sera candidate pour les prochaines élections fédérales a aussi reçu l'appui de la députée sortante Louise Chabot et du chef du parti, Yves-François Blanchet. Native de Sainte-Thérèse et avocate de profession, Marie-Noëlle Closson-Duquette affirme vouloir défendre les valeurs du Bloc et représenter les citoyens de la circonscription avec détermination. Syscomax a annoncé la construction de l'Iria Saint-Jérôme, un complexe multirésidentiel de 166 logements au centre-ville, sur l'ancien site du Tigre géant. La démolition débutera le 3 mars, suivie de la construction avec une livraison prévue à l'été 2026. Ce projet de 10 étages, mené en collaboration avec la ville de Saint-Jérôme, vise à revitaliser le secteur en intégrant des commerces, des espaces de loisirs et des installations modernes. Sitôt nommée ministre responsable des Laurentides, la députée de Prévost, Sonia Bélanger, qui est aussi ministre déléguée à la Santé et ministre responsable des aînés, a pris part à une réunion avec les membres de la table des préfets et des élus des Laurentides dans le but d'identifier les dossiers majeurs concernant la région, du moins ceux qui font consensus. Elle est avec nous pour en parler. Madame Bélanger, bonsoir. Oui, bonsoir. En sortant de cette rencontre-là, vous avez énuméré une quantité, ma foi, assez impressionnante de dossiers en santé, en éducation, en transport collectif, tout en précisant que le dossier prioritaire demeurait celui de l'économie, notamment dans le contexte d'une guerre tarifaire annoncée avec les États-Unis. Est-ce que je résume bien cette rencontre-là? Oui, c'est très bien résumé. Et puis, je veux quand même mentionner là que on a eu vraiment une très belle rencontre avec le Conseil des préfets. Pour moi, c'est le premier geste que j'ai fait suite à ma nomination comme ministre responsable de la région des Laurentides. C'était important de rencontrer les préfets. C'est un palier de gouvernance qui est extrêmement important. Puis pour moi, la collaboration, le partenariat. Puis notre objectif à cette première rencontre, c'était de partager une vision commune des dossiers prioritaires. Alors, vous savez, on a beaucoup de priorités comme gouvernement, bien sûr. On a des priorités dans toutes les sphères de la société. Les préfets, les élus, plus au niveau municipal, ont aussi leurs priorités. Alors, je voulais qu'on sorte un consensus, puis c'est ce qu'on a fait. Ouais. Alors, la grande priorité, bien sûr, c'est tout le défi économique en lien avec, naturellement, ce qui se passe du côté des États-Unis. La deuxième grande priorité, ce sont les services de santé dans notre belle région des Laurentides. Donc, autant au niveau des infrastructures, donc la rénovation de nos hôpitaux, mais aussi l'amélioration des services là, aux citoyens. Donc, première priorité, économie. Deuxième, l'amélioration des services de santé. Et une troisième priorité en lien avec l'enseignement supérieur. Alors, vous savez que dans notre région, nous avons 2 collèges, 2 cégeps. Alors, donc, le cégep de Saint-Jérôme a un projet d'infrastructure. Ils sont à pleine capacité. Donc, c'est important qu'on fasse avancer ce dossier-là. Je vous dirais le transport actif aussi a fait consensus sur l'importance qu'on débute très rapidement une réflexion puis un plan d'action sur l'amélioration du transport actif dans les Laurentides. C'était une première rencontre, Madame Bélanger. De l'extérieur, évidemment, le principal engagement qui en est ressorti, c'est l'assurance d'un dialogue continu, là, d'une mobilisation de toutes les instances économiques. Est-ce qu'il y a moyen de faire ça, je veux dire, parler, identifier et agir de façon rapide et efficace? Oui, tout à fait. Puis on a convenu qu'on allait se voir sur une base régulière, donc avec le Conseil des préfets.
Et d'ailleurs, les préfets organisaient un événement lundi cette semaine, le 24 février, en lien avec les entreprises. Et puis, l'ensemble des députés des Laurentides, on était présents à cet événement-là. Et notre invité était notre ministre des Finances, M. Éric Girard, donc qui est aussi député de Gros. Alors, on a eu vraiment, là, depuis 3 semaines, une rencontre en privé avec les préfets, mais par la suite, une rencontre en grand groupe avec les préfets, mais avec les entreprises. Et puis, vous savez, j'ai aussi eu l'occasion de nommer une présidente du caucus des Laurentides, donc c'est Madame Agnès Grondin, que vous connaissez, qui est déjà députée depuis quelques années. Agnès, donc, qui va agir comme présidente du caucus. Et j'ai nommé en début de semaine M. Hugo Lajoie comme conseiller politique régional, qui va avoir comme fonction justement d'assurer les arrimages avec le Conseil des préfets, mais aussi avec les différents partenaires. D'accord. Il nous reste un peu moins d'une minute, Mme Bélanger. Je voulais vous parler d'un autre dossier, celui des ressources intermédiaires. C'est un secteur dans lequel les listes d'attente s'allongent. Hein. Il y a 458 personnes dans les Laurentides qui attendent une place dans ces ressources-là. On parle beaucoup de précarité financière. Il y a le Parti québécois qui a déposé une motion la semaine dernière demandant au gouvernement de reconnaître le caractère incontournable de ces ressources-là et le fait qu'elles sont en difficulté financière. Votre gouvernement a rejeté cette motion-là. Je voulais juste savoir pourquoi. Bien, en fait, la principale raison, bien, vous savez, premièrement, ce qui est exact, c'est que c'est tout à fait véridique que les ressources intermédiaires sont des partenaires incontournables. Alors, vous le savez, actuellement, notre gouvernement construit des maisons des aînés. Des maisons des aînés, là, ce sont des CHSLD. Hein, ce sont donc pour des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ont besoin de soins et de services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, dans les Laurentides, j'ai eu le privilège d'inaugurer 5 maisons des aînés. C'est important, et on sait que les besoins sont encore là. On a aussi à soutenir tout notre réseau des ressources intermédiaires. Puis la raison pour laquelle on n'a pas accepté la motion, c'est qu'on est en pleine négociation avec l'Association des ressources intermédiaires du Québec. Le dialogue va très bien. Et on le sait là actuellement quels sont leurs enjeux. On essaie de trouver des solutions et il y a un renouvellement de convention parce qu'on fonctionne par convention. Donc il faudrait s'en reparler après le 31 mars finalement parce que c'est là à cette date-là que l'entente échoua là. Oui, tout à fait. Alors, écoutez, on accélère actuellement là nos rencontres avec l'association. Et puis, on n'a pas le choix de collaborer. Là, on a besoin de nos ressources intermédiaires. Je m'excuse, il faut qu'on s'arrête là. On vous réinvitera pour ça, Mme Bélanger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Parfait, merci. Au revoir. Le patineur artistique Henrik Legault de Sainte-Sophie, déjà champion québécois en solo, a décroché le titre national en couple chez les pré-novices avec Marie-Kim Ranzi de Blainville, lors du Trophée Patinage Canada 2025. Ensemble depuis seulement 8 mois, les 2 jeunes athlètes des Laurentides ont su développer une solide complicité qui leur a permis de s'imposer au niveau canadien. Leur performance combinée au programme court et libre leur a assuré la médaille d'or. Leur saison de compétition terminée, ils se produiront au spectacle de fin d'année de patinage Saint-Jérôme ce printemps devant leur public. La Ville de Mirabel propose une variété d'activités gratuites pour toute la famille du 28 février au 7 mars dans le cadre de la Semaine de relâche. Plusieurs événements seront au rendez-vous comme une danse polaire au Centre culturel du Domaine vert Nord, un patin disco à l'amphithéâtre Jean Bouchard, le spectacle Totoche la Caboche au Centre culturel Val d'Espoir, un film en pyjama au Centre culturel Patrick Lepage, une activité jeux vidéo intergénérationnelle à l'église de Saint-Benoît et plusieurs autres. On va parler avec Laurence Bourgeois du Centre de création de Boisbriand. Bonsoir, Laurence. Bonsoir, Claude. C'est la semaine de la relâche. La semaine prochaine, vous avez un événement à proposer dans ce cadre-là. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, je vous parle de Patate Poêle, un spectacle jeune public qui sera présenté dimanche le 9 mars prochain à 10h. C'est une présentation où il va y avoir là, marionnettes, musique et plusieurs personnages aussi là, qui vont être projetés en direct sur écran. Donc ça va être bien chouette. Puis comme tu l'as mentionné, ben ça va concorder super bien avec la fin de la
semaine de relâche. Donc, ça va être un beau moyen là, pour les parents de finir ça en beauté avec les enfants avant le retour à l'école. Ouais. C'est dur de le dire sans sourire. Patate poêle. Oui. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur ce spectacle-là? Bien, ça s'adresse spécifiquement aux jeunes entre 5 et 9 ans. Puis un peu comme le nom nous l'indique, là, ça va être une performance assez haute en couleurs, remplie d'humour, beaucoup d'émotions vives aussi. En fait, on va suivre l'aventure de Patate poêle, qui est une créature assez unique. Pour un nom, c'est ça, comme je disais, qu'il l'est tout autant. Et Patate poêle va donc nous transporter là, à travers les époques. Elle va aussi nous faire explorer les éléments vitaux comme l'eau, l'air, le feu et la terre. Tout ça avec un beau message précieux là, quand même pour la préservation de notre planète. Donc, quelque chose de très amusant, mais qui va aussi nous laisser repartir avec un beau message. Et puis, pour porter ce beau voyage-là, il va y avoir sur scène Marc Sauvageau, qui est un artiste là, multidisciplinaire là, de la région, donc qui est à la fois auteur, conteur et marionnettiste sur le spectacle. Et il n'est pas seul, il est accompagné du seul et unique Benoît Archambault, qu'on connaît bien, donc un artiste là, multi-instrumentiste qu'on adore. Et lui-même va être avec sa complice Annick Granger. Tous les deux ont composé la musique originale là, du spectacle, puis ils vont même prêter leur voix à divers personnages sur scène. Donc ça se veut très intéressant. Et tout ça est dans une mise en scène de Jocelyn Blanchard. Donc c'est un projet qui est vraiment de bonne main, là, je vous le garantis. Oui, on a des gages de qualité oui, dans tout ce que vous venez d'énumérer. Ils sont en résidence actuellement. Ils travaillent sur quoi exactement? Bien, il faut savoir que d'abord, Patate poêle, c'est une création qui a vu le jour il y a quelques années, aux alentours de 2018, si je me trompe pas. Puis, ils ont présenté un premier niveau là, de présentation dans les écoles en 2019 puis 2020. Ouais. Puis, vous me voyez venir, avec la super pandémie qui est arrivée, bien, tous les désirs qu'il y avait de peaufiner le spectacle puis de l'amener à un autre niveau ont malheureusement été interrompus. Ouais. Donc, la résidence est là pour ça. Donc, pour répondre à ta question, c'est vraiment un travail de perfectionnement puis d'optimisation du spectacle qu'ils vont faire. Donc, ils vont débuter par un petit temps de réécriture, question de se remettre à jour. Puis ensuite de ça, ils vont explorer la scène, préciser leurs déplacements. Ils vont s'assurer aussi de créer là, un aménagement puis un espace théâtral qui est super efficace, sans oublier aussi leur petite réflexion sur l'utilisation des éclairages, parce que souvent, c'est sous-estimé un peu, oui. On s'en rend pas compte, mais les éclairages, c'est très, très, très essentiel dans un spectacle. Donc, ils vont travailler là-dessus, tout ça pour arriver à une version optimisée et finale. Donc, on est bien content parce que ça arrive des fois au centre de création qu'on présente des étapes de travail ou des laboratoires. C'est des projets en chantier, mais là, c'est vraiment un spectacle fini. On va voir le produit fini, exactement, auquel les gens vont pouvoir assister. Des spectacles jeunesse, vous en intégrez souvent dans votre programmation, donc manifestement, vous trouvez ça important au centre de création de Boisbriand. Pourquoi? Bien, en fait, simplement parce que, comme tu le dis, on trouve ça important de rendre l'art accessible à tous, donc autant les jeunes que les moins jeunes. Puis on veut aussi initier les gens à l'art et à la culture, puis c'est encore plus bénéfique de le faire dès leur plus jeune âge. Donc les jeunes sont habitués de grandir en étant proches de la culture, ça devient comme instinctif. Puis on intègre aussi beaucoup de théâtre jeunesse parce que le théâtre en soi, ça a vraiment beaucoup de bienfaits sur les enfants, autant s'ils le pratiquent que s'ils en consomment. Donc je prends le temps d'en nommer quelques-uns, là, mais ça l'aide notamment au développement de la confiance en soi, ça l'aide les enfants à apprendre à communiquer, à s'exprimer, ça favorise aussi leur créativité, donc c'est super bénéfique. Puis en plus de ça, comme tu le sais sûrement déjà, bien, après les présentations au centre de création, on organise des discussions avec le public. Donc les artistes et les spectateurs se mettent ensemble pour discuter et peuvent vraiment avoir une incidence là, sur le spectacle. Donc mentionner c'est quoi leurs prochaines étapes, poser des questions sur ce qu'ils ont vu et tout. Donc, quand c'est du jeune public, ben les enfants sont tout autant interpellés et appelés à participer au développement des projets. Puis avec les parents qui accompagnent, ben eux aussi, ils peuvent être investis dans la création. Donc, c'est pour ça qu'on s'assure vraiment là, d'accueillir toujours du théâtre jeune public en nos murs. Au final, c'est bénéfique pour tout le monde, puis on est bien content de recevoir tous les âges. C'est plein de vertus. Donc, ça s'appelle Patate poêle, proposition théâtrale de Marc Sauvageau pour les 5 à 9 ans. Le 9 mars, ça, c'est un dimanche, 10h, au centre de création de Boisbriand. Exactement. Laurence, merci beaucoup. Merci à toi. C'est dans un an, jour pour jour, que sera donné le coup d'envoi de la 60e finale des Jeux du Québec, un grand événement sportif qui aura lieu à Blainville du 27 février au 7 mars 2026. Le directeur général du comité organisateur, François Rioux, et son adjointe aux communications, marketing et mobilisation, Geneviève Fournier, sont avec nous pour en parler. Bonsoir à vous deux.
Bonsoir. Monsieur Rioux, quand on se retrouve à la tête d'un événement comme celui-là, j'imagine que du temps, on n'en a jamais trop. Là, on est à 1 an de la date d'ouverture. Est-ce qu'on est confortable en ce moment ou si on ressent déjà un certain trac? Oui. Bonne question pour commencer. Oui, en fait, on sent que ça s'est accéléré quand même. Là. Depuis, moi, ça va faire 1 an que je suis en poste et puis je vois que rapidement, on a accéléré le processus. On a procédé à des embauches massives il y a 2 semaines. On a 7 personnes qui sont arrivées là, pour nourrir le petit noyau qu'on avait déjà. Fait on est confortable où est-ce qu'on doit être dans les préparatifs. Si on regarde l'échéancier des préparatifs, on est absolument là, à point à ce niveau-là. Mais c'est sûr que oui, on sent quand même la frénésie, l'engouement du 1 an avant les Jeux. On sait que ça s'en vient aussi à Trois-Rivières. Fait que par la force des choses, après Trois-Rivières, c'est nous autres. Fait que c'est sûr que oui, on ressent cette fébrilité-là. Au mois de septembre, Mme Fournier, vous avez dévoilé les couleurs, le thème de l'événement, briller de mille feux. On parlait à ce moment-là de l'ampleur de l'événement, de la tâche qui vous attendait. C'est à peu près impossible à répondre, mais qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui reste à faire à ce moment-ci? Mon Dieu, la liste est très longue. Oui. Pour le slogan, en fait, c'est briller de 1000 jeux. J'ai dit 2000 feux. Oui, exact, mais l'analogie est très, très bonne. La référence est là. La référence est là, exactement. Donc, briller de 1000 jeux, c'est notre slogan. Effectivement, on a dévoilé l'ensemble de notre identité. Puis, ce qui reste à faire, en fait, il y a plusieurs domaines à couvrir. Au niveau des communications, plus spécifiquement, c'est sûr qu'on va avoir une grande campagne de recrutement de bénévoles qui est vraiment le nerf de la guerre. Oui. Parce qu'on attend à Blainville, on souhaite en fait recruter 2500 bénévoles. Si on est capable d'en avoir plus, on serait très heureux pour vraiment gérer l'ensemble des opérations là, sur l'ensemble de nos sites pour les Jeux. Donc, c'est un gros mandat, mais il y a beaucoup de travail aussi qui reste à faire, autant au niveau des opérations sportives, la programmation complémentaire, qu'on parle des cérémonies, qu'on parle du village des athlètes, l'ensemble de la programmation, la place des Jeux également qui va accueillir monsieur, madame, tout le monde là, dans les journées et les soirées des Jeux. Donc, vraiment, la liste, elle est très, très longue. Oui, et puis nous, simples mortels, on n'a pas idée là, de la tâche, ça, c'est sûr. Monsieur Rioux, au mois de novembre, vous avez reçu la visite des représentants des fédérations sportives qui sont venus examiner, je pense je pense que c'est le bon terme, vos installations, vos infrastructures, vos équipements. Qu'est-ce qui est ressorti de cette visite-là? En fait, très peu de choses. Très peu de choses qui sont sorties, en fait, et c'était une bonne chose pour nous. Le tour a été fait. On a des petits ajustements à faire sur certains plateaux, mais on a amplement le temps pour être capable de faire les correctifs pour s'assurer que c'est à la hauteur des standards et des attentes de nos fédérations. Mais les premiers échos de vestiaire de cette première visite-là, parce qu'on va en avoir une deuxième qui va se faire éventuellement, c'était très, très positif. Fait que ça aussi, ça donne confiance au comité organisateur quand on regarde les prochaines étapes à franchir. Regarde, on est déjà dans une bonne posture 1 an avant les Jeux. Donc, pas de chantier majeur. Pas de chantier majeur, pas de retard dans la construction, des choses qui feraient en sorte que ça pourrait mettre à risque la finale. Fait que non, aucun problème. Peut-être nous donner un exemple de travaux ou d'ajustements qu'il y a à faire? Bien, en fait, des petits travaux, par exemple, au niveau d'aréna, des petites choses par rapport à la gymnastique. Au niveau de la gymnastique, on est encore en train de regarder. On fait des tests actuellement. On a une compétition là, qui s'en vient dans les prochaines semaines. Le comité organisateur va s'impliquer comme bénévole pour vraiment voir de l'intérieur ce type de compétition-là pour être capable de le reproduire après ça aux Jeux du Québec. Fait qu'il y a des petits ajustements qui nous sont demandés dans des cahiers de charges qui ont été reçus. Puis c'est ça qui va nous aider là, à faire les petits ajustements. Mais comme je dis, c'est très mineur à ce stade-ci. Il faut beaucoup d'argent pour organiser ces Jeux-là. Raison pour laquelle vous tenez des activités de financement. Je vous pose la question, Mme Fournier. Il y en a un qui s'en vient en juin, un événement qui est le spectacle d'Alexandre Barrette. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement-là? Bien, en fait... ça va être drôle. Oui, ça va être drôle. Mais l'humoriste Alexandre Barrette, qui est quand même bien connu là, du public québécois, qui est bien aimé également, a donc accepté d'être la tête d'affiche, merci François, de cet événement-là le 19 juin au Théâtre Lionel Groulx. Donc, les billets sont déjà en vente sur le site d'Odyssey. Donc, c'est déjà possible de se procurer des billets. Et donc, Alexandre sera là avec ses invités. Donc, des humoristes de la relève, des humoristes également bien établis, donc des petites surprises. Donc, ça va être
un spectacle d'humour qui va, espérons-le, porter sur également le sport, parce que c'est quand même notre thématique. Donc, on a eu des petites demandes. Quand François parlait à Alexandre Barrette, là, il y a eu des petites demandes dans ce sens-là, mais pour le moment, on a bien hâte. Donc, ça, c'est une des activités. Oui, une des activités. Bien, écoutez, on vous laisse aller parce que je sais que vous avez beaucoup de travail à faire. François Rioux, Geneviève Fournier, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On a très hâte de voir le résultat de votre boulot. Merci beaucoup. Hein? Merci de l'invitation. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Hier, le ministère des Transports et de la Mobilité durable a tenu une activité d'information pour les médias. Ça portait sur le déneigement. Qu'est-ce que vous y avez appris? L'objectif premier, c'est de sensibiliser la population aux angles morts de la machinerie lourde qui circule sur la route durant les périodes de déneigement. Vous voyez sur les images à l'écran, Claude, l'étoile rouge étendue sur le sol autour du camion représente les angles morts d'une déneigeuse sur la route. En d'autres mots, toutes les zones que le conducteur ne voit pas pendant qu'il travaille. Donc, c'est assez considérable, comme vous pouvez le voir. On écoute à ce sujet Alain Gilbert, qui est responsable des relations médias pour Contrôle routier Québec. Souvent, on a tendance à penser que les véhicules lourds, les conducteurs sont élevés dans le camion, qui ont une vue vraiment de partout alentour d'eux. Mais contrairement à ce qu'on pense, c'est les véhicules qui ont le plus d'angles morts. Et cette visibilité restreinte-là, ça affecte la vitesse de croisière des véhicules, ça? Oui, tout à fait. Les déneigeuses conduisent à une vitesse de 40 km/h environ. C'est aussi dû au fait que si elles allaient plus vite, la neige qu'elles poussent serait projetée en l'air dans les fenêtres du véhicule, ce qui réduirait encore plus la visibilité. Lors de l'épandage du sel, la vitesse est encore plus réduite pour que les abrasifs tombent au bon endroit. Donc, les conducteurs de cette machinerie somment les usagers de la route d'être patients. Joe Manuel Rodrigue, qui est opérateur de machinerie lourde à Saint-Jérôme, nous dit quelques mots à ce sujet. Nous, on ne fait pas exprès pour que les gens les retarder dans leur voyagement. Et puis, bien, c'est sûr que si les gens respectent davantage la vitesse, puis j'ai pas quelqu'un qui est en train de me déranger dans mes manœuvres, bien, ça va aller encore plus vite, bien entendu. Il y a certaines précisions aussi que vous voulez nous faire à propos du dépassement aussi. Est-ce qu'on peut dépasser une déneigeuse? Seulement si elle est munie d'un panneau avertisseur de circulation lente, soit la grosse flèche clignotante qui indique qu'on peut la dépasser. Et si les déneigeuses sont en convoi sur l'autoroute, il est interdit de les dépasser. De toute façon, M. Gilbert rappelait que devant les déneigeuses, les conditions routières sont généralement bien plus difficiles qu'à l'arrière et que ça vaut la peine d'ajouter 5 minutes à son trajet si c'est pour arriver en toute sécurité sans entraver le travail des opérateurs de machinerie lourde. Et des comportements dangereux, il y en a. Oui, la Sûreté du Québec et le contrôle routier ont mené une opération visant ces mauvais comportements le 18 février dernier en Abitibi. 13 constats d'infraction ont été émis durant cette période. On écoute à ce sujet M. Gilbert. On a vu des dépassements dans des côtes, on a vu des dépassements sur des lignes doubles, dans des courbes, donc des situations qui sont extrêmement dangereuses. De l'expérience de M. Rodrigue, ce n'est qu'une minorité de conducteurs qui agissent de la sorte. Quand même, dans les dernières semaines, le service de déneigement a été mis à l'épreuve. On l'écoute une dernière fois. Bien, ça s'est bien passé malgré l'énorme quantité de neige qu'on a eue. Les gens étaient prêts. On ne s'attendait pas à autant de neige. Mais l'équipement était là, les gars étaient sur place. Puis je pense qu'en général, ça s'est très bien déroulé. Et le service se préparait déjà pour les chutes de neige prévues aujourd'hui au courant de la fin de semaine. Merci Clara, on se revoit mardi prochain. Au revoir Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Famille unie, communauté forte suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez trouver l'ensemble de notre programmation sur la chaîne YouTube de TVBL. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne et une très belle fin de semaine. Bon travail Claude. Thank you.